Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloujeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui à Board Game Star, je vous présente le petit jeu Faraway qui est édité en 2023 par Catch Up Games et qui est distribué au Canada par Elo Games. On veut d'ailleurs les remercier de nous avoir envoyé cette copie du jeu qu'on puisse l'essayer pour vous le présenter en vidéo. C'est un jeu des auteurs Johannes Goupy et Corentin Lebras qui se joue de 2 à 6 joueurs et dont les parties vont durer entre 15 à 30 minutes. Le but du jeu va être de cumuler le plus de points de renommée pour gagner la partie. C'est un jeu de draft de cartes et de construction d'un tableau de cartes qu'on va placer devant nous pour former une ligne de 8 cartes qui vont représenter les endroits dans notre voyage, donc les endroits qu'on va visiter et les personnages qu'on va rencontrer qui vont nous demander de faire des quêtes. Pour accomplir les quêtes, ça va nous donner des points de victoire, donc ce sera en quelque sorte des objectifs. La twist du jeu, c'est qu'on va scorer nos cartes de façon inverse à laquelle on les a jouées, donc on va scorer les dernières cartes en premier et ainsi de suite en révélant nos cartes de droite à gauche. Donc il faut bien réfléchir de la façon dont on va placer nos cartes en jouant pendant la partie là, pour essayer de maximiser le scoring de notre tableau. Alors, Faraway, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois d'avril 2024, on va lancer notre concours du lundi pour remporter une copie de Faraway. On va installer une partie pour 3 joueurs. Premièrement, on va mélanger les cartes sanctuaires et on va les placer sur la table pour former une pioche. Et on va mélanger les cartes région et on va les placer face cachée sur la table pour former une pioche. On va ensuite distribuer de façon aléatoire 3 cartes région à chacun des joueurs pour former leur main de départ. Et finalement, on va révéler un certain nombre de cartes région face visible au centre de la table. On va révéler une carte de plus que le nombre de joueurs. Donc, dans notre cas, pour une partie à 3 joueurs, on va révéler un total de 4 cartes région. Une partie de Faraway se joue en 8 manches. À chaque manche, les joueurs vont sélectionner une de leurs cartes en main. Ils vont la placer face cachée devant eux. Et lorsque tous les joueurs seront prêts, on va révéler cette carte et la placer dans notre tableau qui constituera d'une ligne de 8 cartes de gauche à droite devant nous. Selon le temps d'exploration de la carte que les joueurs auront joué devant eux, on va choisir une nouvelle carte région en ordre croissant. Donc le joueur qui aura joué la carte avec le plus petit nombre va choisir une des cartes au centre et l'ajouter dans sa main. Ainsi, chacun des joueurs va remonter sa main à 3 cartes. Les joueurs pourront aussi gagner des bonus de cartes sanctuaires pour placer dans leur tableau personnel si jamais ils placent des cartes qui vont avoir un temps d'exploration qui est plus grand que la carte précédente. On va continuer ici jusqu'à temps qu'on ait joué 8 manches. Donc les joueurs auront construit un tableau de 8 cartes devant eux. Et ensuite, on va passer au décompte final des points et le joueur qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur. Chacune des manches se sépare en 3 phases. La première phase est d'explorer une région et va se jouer de façon simultanée, tous les joueurs en même temps. Donc les joueurs vont consulter les cartes qu'ils ont en main et vont choisir une de leurs cartes région et vont la placer face cachée devant eux. Et on va attendre que tous les joueurs aient effectué leur choix. Par la suite, on va révéler face visible les cartes que les joueurs ont choisies et on va aller placer cette carte dans notre tableau personnel. Donc les cartes vont se placer de la gauche vers la droite au fur et à mesure de la partie. On passe ensuite à la deuxième phase qui est de trouver un sanctuaire, mais on n'effectuera pas cette phase dans la première manche de la partie, puisque pour gagner une carte bonus sanctuaire, les joueurs doivent jouer une carte dans leur tableau qui a un temps d'exploration supérieur à la dernière carte jouée, donc ce n'est pas possible puisque c'est la première carte qu'on place dans notre tableau personnel. On passe donc à la troisième phase qui est terminer l'exploration et cette phase va se jouer à tour de rôle selon le temps d'exploration de la carte qu'on vient de jouer. Donc c'est le joueur qui a joué la carte avec le plus petit temps d'exploration qui va choisir en premier. Dans notre cas, c'est le joueur ici avec un temps d'exploration de 40. Il va donc aller se choisir une des cartes au centre de la table et il va tout simplement l'ajouter à sa main de carte. Ensuite, ça serait le joueur qui a un temps d'exploration de 43. Il va se choisir une carte et l'ajouter à sa main. Et finalement, le joueur qui a un temps de 62 va choisir une des 2 cartes restantes et va l'ajouter à sa main. Donc, tous les joueurs auront maintenant 3 cartes en main pour terminer la manche. La carte restante au centre de la table sera tout simplement défaussée.
Et cela va mettre fin à la manche. On va donc préparer la prochaine manche. On va tout simplement révéler des cartes régions au centre de la table égales au nombre de joueurs plus 1. On va donc remettre 4 nouvelles cartes au centre de la table et on est prêt à commencer la deuxième manche. À la manche suivante, les joueurs vont placer leur deuxième carte à droite de leur première carte dans leur tableau personnel. Et si j'ai réussi à placer une carte dont le temps d'exploration est supérieur à la carte précédente dans mon tableau, cela va me permettre de gagner une carte sanctuaire bonus. Lorsqu'on gagne une carte sanctuaire, on va aller piocher une carte de base plus une carte pour chaque symbole de carte au trésor qui se trouve sur les cartes de notre tableau personnel. Dans mon cas, j'ai un symbole de carte, donc je vais aller piocher 2 cartes sanctuaires. Je vais les regarder et je vais choisir une des 2 cartes à conserver. Donc dans ce cas-ci, je pourrais conserver cette carte-là et la placer dans mon tableau personnel. Et l'autre carte sera simplement remise sous la pioche. Les cartes sanctuaires s'ajoutent aux cartes régions de notre tableau personnel pour nous fournir différents symboles ou bien des quêtes dans la portion du bas de la carte pour tenter de scorer des points. Les symboles qui seront sur les cartes pourront être utilisés pour accomplir les quêtes de nos cartes régions et vice-versa. Donc, par exemple, après notre deuxième manche, le joueur qui est ici a gagné une carte sanctuaire puisqu'il a joué le 60 qui est supérieur au 43. Le joueur qui est ici a joué la carte 68 qui est supérieure à la carte 40, donc il a aussi gagné une carte sanctuaire. Mais l'autre joueur a joué la carte 33, qui est une carte qui est plus petite que la carte 62 qu'il avait jouée dans la manche numéro 1, donc il ne gagnera pas de carte sanctuaire. Ensuite, les joueurs vont ajouter une carte à leur main. C'est le joueur qui joue la carte 33 qui est le plus petit nombre. Il va donc choisir en premier. Ensuite, c'est le joueur qui a la carte 60 qui va ajouter une carte à sa main. Et finalement, le joueur qui a la carte 68 qui va choisir en dernier. Et on va tout simplement défausser la carte restante pour terminer la manche numéro 2. Et on va révéler des nouvelles cartes régions pour pouvoir débuter la troisième manche. Et la partie va se continuer ainsi jusqu'à temps qu'on ait joué 8 manches de jeu. Donc à la fin de la partie, les joueurs auront construit un tableau de 8 cartes qui se suivent de gauche à droite devant eux. Et vont avoir aussi accumulé quelques cartes bonus sanctuaires qui vont être placées devant eux. Lorsque la fin de la partie est déclenchée, les joueurs vont retourner face cachée toutes leurs cartes sanctuaires, mais vont conserver leur position les unes avec les autres dans l'ordre. Donc on ne déplacera pas les cartes dans la ligne de cartes qui est devant nous. Donc c'est plus simple pour le décompte des points si on retourne toutes nos cartes face cachée. Et maintenant, on va procéder au décompte final des points. On va pouvoir cumuler les points de nos 8 cartes régions sur le bloc de score pour cumuler notre score total. Les joueurs vont scorer leurs cartes régions dans l'ordre inverse dans lequel ils ont joué les cartes, c'est-à-dire qu'on va commencer par scorer la dernière carte qu'on a jouée et on va scorer la première carte qu'on a jouée à la fin. On va donc retourner face visible la 8e carte de notre tableau, donc celle qui a été jouée à la dernière manche, et on va appliquer les conditions de score de cette carte si elle en possède. Dans le cas de ce joueur, il n'y a pas de quête sur cette carte, il n'y a pas de condition de scoring, donc sa carte ne score aucun point. On va donc écrire 0 sur la feuille de score. Ensuite, on va révéler la 7e carte de son tableau et on va aller appliquer l'effet de score de cette carte. Donc ici, on voit que la quête peut rapporter 20 points de renommée, mais on doit avoir le prérequis qui est d'obtenir 4 symboles minérales. Donc j'ai 2 symboles minérales sur la carte précédente et j'ai 2 autres symboles minérales sur mes cartes sanctuaires. Je remplis donc la condition de la quête et je vais marquer les 20 points de renommée qu'on va inscrire sur le bloc de score. Comme mes autres cartes régions sont encore face cachée, les symboles de ces cartes ne peuvent pas aider à accomplir les quêtes qu'on vient de révéler dans notre tableau. On va ensuite révéler la prochaine carte et on va aller appliquer sa condition de scoring. Cette carte va me donner 3 points de renommée par carte verte et carte jaune qui sont présentement révélées dans mon tableau personnel. Par contre, on voit que la condition de cette carte est d'avoir 3 symboles végétales et on voit que je n'ai aucun symbole végétal de révélé présentement. Donc, je n'ai pas la condition de la quête. À ce moment-là, je ne peux pas appliquer ces effets de scoring. Donc, cette carte me vaut 0 point de renommée. On révèle la carte suivante. Ici, on a une carte qui va me donner 4 points par symbole de carte au trésor qu'il y a sur mon tableau personnel. Présentement, il y aurait un seul symbole de visible, donc il y en aurait 2, donc ça vaudrait 8 points de victoire. Mais la condition de cette quête est d'obtenir 2 symboles végétales et je n'ai pas 2 symboles végétales, donc je ne peux pas appliquer cet effet de scoring et cette carte me vaut 0.
Pour la carte suivante, on va avoir ici un effet de scoring qui me donne 2 points par symbole végétal. J'ai un seul symbole végétal, donc cette carte vaut 2 points. Pour ma carte suivante, on va avoir la condition de scoring qui est de 2 points par symbole animal. J'ai un total de 1, 2, 3 symboles animaux qui sont visibles, donc cette carte me vaut 6 points de renommée. Pour mon avant-dernière carte, je dois avoir 2 symboles animaux et 2 symboles minérales face visible. J'ai au moins 2 symboles animaux et j'ai 2 symboles minérales, donc je peux appliquer la quête qui est de 16 points de renommée pour cette carte. Et finalement, pour ma dernière carte, celle que j'avais jouée en premier dans la partie, va me donner 10 points de victoire pour chaque ensemble de une carte région de chacune des 4 couleurs qu'il y a dans mon tableau personnel. J'ai présentement 2 cartes vertes, puisque les cartes sanctuaires peuvent compter aussi pour des cartes de couleurs. Donc 2 cartes vertes, j'ai au moins 2 cartes bleues, j'ai 2 cartes rouges ici, et j'ai 2 cartes jaunes avec ça et ça. Donc j'ai 2 ensembles complets. Je vais donc marquer 20 points avec cette carte. Et finalement, je vais regarder les conditions des quêtes de mes sanctuaires. Donc ici, je vais marquer 1 point de renommée par carte rouge. J'ai 2 cartes rouges pour 2 points. Et avec ce sanctuaire, je vais marquer 4 points pour chaque ensemble de 4 couleurs. Comme j'ai 2 ensembles au total dans mon tableau, cette quête va me donner 8 points de renommée. On va additionner tout ça ensemble pour faire notre score final et le joueur qui aura le plus de points de renommée sera déclaré vainqueur. Si jamais on a une égalité, c'est le joueur qui possède la carte avec le plus petit temps d'exploration dans son tableau qui va départager l'égalité. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Far Away. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du petit jeu Far Away? Premièrement, on va commencer par les côtés positifs. Belle petite boîte, le matériel est quand même très bien à l'intérieur. C'est un jeu qui se détaille à 30$ canadiens, ce qui est quand même très abordable. Petite boîte aussi très portative. On peut traîner ce petit jeu-là en vacances dans nos valises très facilement. Fait que ça, c'est toujours le fun. C'est un jeu que les règles sont relativement très simples. Donc, pas beaucoup de règles. On a un livret de règles qui est bien construit. On a ici pour nous au Canada la version bilingue du jeu. Donc vous allez avoir le livre français et le livre anglais dans la boîte. Fait que ça c'est quand même très bien parce qu'on a cette version-là qui est universelle ici pour le Canada. Donc bilingue dans toutes les boîtes. Fait que ça c'est toujours intéressant. On a aussi une petite aide de jeu avec les différents symboles. Donc explication de l'iconographie du jeu avec un exemple de scoring aussi de l'autre côté. Puisque c'est un peu ça la twist du jeu d'avoir un scoring un peu bizarre. Fait qu'on a vraiment un exemple très détaillé pour comprendre la structure de ce scoring-là et ce que ça implique. Fait que c'est quand même des outils qui sont très bien pour apprendre le jeu. C'est un jeu qui a un gameplay qui est facile à expliquer, mais c'est un gameplay qui est difficile à maîtriser. Donc ça, c'est un sweet spot qui est rare dans un jeu, d'avoir des règles ultra simples, mais d'avoir un gameplay qui est très très stratégique. Et c'est ce qui va faire vibrer beaucoup de gens, je pense, avec ce jeu-là, parce qu'il est facile à expliquer à du monde. Il n'y a pas beaucoup de règlements en tant que tel. Les règlements sont instinctifs, sont simples. On place une carte, on repêche une carte, puis on se fait un tableau de 8 cartes au total. Fait que c'est un concept ultra simple à piéger. Mais ce qui est difficile à maîtriser, c'est justement quand jouer les cartes, dans quel ordre, parce que la façon que ça va scorer, ça va influencer. Est-ce que je vais avoir assez de symboles pour scorer ces cartes-là? Parce que les symboles, faut que je les mette avant pour qu'ils soient révélés quand on va arriver à cette carte-là. Fait qu'il y a beaucoup de variables à analyser. Donc, c'est un très, très bon casse-tête qui est très cérébral quand on est dans la partie. Donc, c'est vraiment un jeu que toute sa complexité repose dans les décisions qu'on a à prendre, dans le gameplay en tant que tel. Donc, c'est un gameplay qui a quand même beaucoup de profondeur. On va vraiment se casser la tête pour jouer, mais tout ça dans un jeu qui est très facile à prendre en main au niveau des règles. Donc, peu de règlements, les règlements qui sont faciles sont instinctifs, fait que c'est vraiment un bel équilibre entre les deux. C'est le genre de jeu qu'on va vouloir justement enchaîner les parties pour en jouer une autre, pour essayer des nouvelles stratégies, essayer des nouvelles choses et ainsi de suite. Fait que c'est quand même un super bel équilibre là, entre la simplicité des règles et la profondeur stratégique que le jeu nous offre. On a aussi un petit bloc de scoring qui est très sympathique parce qu'on a effectué le scoring de 8 cartes. On les fait aussi dans l'ordre. Fait que c'est bon d'avoir quelque chose pour noter tout ça et que ce soit bien organisé. Donc, chapeau d'avoir inclus ça à l'intérieur du jeu. C'est toujours le fun.
Sinon, pour le matériel en tant que tel, je trouve qu'on fait une belle job de graphisme. Donc, ils n'ont pas tombé dans des pièges qui auraient été très faciles dans ce genre de jeu-là. De faire, exemple, toutes les cartes bleues pareilles, toutes les cartes vertes pareilles. Donc, toutes les cartes sont uniques. On a les cartes de 1 à 68. Et on va avoir des images qui sont différentes. Donc, les environnements qui sont dessinés sur les cartes sont différents. Les personnages qui sont sur les cartes sont aussi différents. Fait qu'on a vraiment fait beaucoup de visuels différents pour le jeu de cartes, pour essayer de lui donner un petit peu plus de vie. Puis ça, c'est très apprécié de ne pas être tombé dans le piège de faire 4 modèles de cartes et que ce soit ça à répétition. Donc vraiment un beau travail qui a été fait derrière la direction artistique du jeu. Et justement, pour le design visuel, on a aussi l'iconographie dans le jeu, donc que ce soit les symboles qui sont demandés pour les quêtes, qu'est-ce que les quêtes vont donner comme points, la façon qu'ils vont scorer des points. La couleur de la carte est aussi facile à voir avec le bas de la carte, l'espèce de bannière aussi qu'on a au milieu pour différencier les différentes couleurs. Le jour et la nuit aussi avec le petit symbole qui est en haut. On a des cartes qui peuvent faire des points par carte qui sont dans le jour, par carte qui sont dans la nuit, tout ça. Fait que les différents symboles sont faciles à retrouver sur les cartes, sont très clairs aussi. On se pose pas trop de questions. Puis si on s'en pose, ben on a toute la définition sur l'aide de jeu des différentes façons de scorer des points. Fait que c'est facile de s'y retrouver. Mais en général, l'iconographie est quand même très instinctive et très facile à assimiler. Une fois qu'on connaît le jeu, on peut aussi utiliser la variante avancée pour notre main de départ. Ce que je trouve sympathique, c'est qu'on va aller piocher 5 cartes au total et sur les 5 cartes, on va en conserver 3 pour former notre main de départ. Donc là, justement, on peut aller chercher une bonne carte à jouer en premier, donc une carte qui est difficile à scorer parce qu'on veut qu'elle soit en dernier dans notre scoring, ou le contraire, une carte qui a beaucoup de symboles que je sais que je veux jouer en dernier pour justement donner les symboles nécessaires à mes autres cartes et remplir les conditions des quêtes. Fait que ça donne un peu plus de versatilité sur notre main de départ, ce que je trouve quand même très sympathique. Je le mettrai peut-être pas avec des joueurs que c'est leur première partie, mais dès que c'est des joueurs que tout le monde a joué une partie au moins, je pense que c'est quelque chose très facile à inclure puis qui va être très apprécié par les joueurs. Pour les côtés négatifs, c'est un jeu, même si on essaie de mettre un peu d'histoire derrière la thématique, je pense que c'est un jeu qui reste beaucoup plus mécanique. C'est pas un jeu qui est très thématique en tant que tel, même si on a mis des informations dans le livret de règles sur l'univers et tout ça. Et c'est d'expliquer l'origine des différents symboles animal, végétal, minéral qu'on retrouve sur les cartes et tout ça. Donc on a un petit peu de lore dans le livret d'instruction, mais on ressent pas vraiment ça là, en y jouant. On va juste jouer le jeu, je pense, de façon mécanique. Donc regarder les symboles qu'on a besoin, les cartes, la façon de scorer, tout ça. Donc on va le jouer de façon mécanique. On ressent pas nécessairement ce thème-là, même s'il y a des efforts qui ont été mis derrière le thème, le visuel et le lore à l'intérieur du livret d'instruction. Sinon, côté personnel, j'adore le visuel des illustrations des environnements sur les cartes, mais je trippe pas beaucoup sur le visuel des personnages, donc le visuel des personnages qu'on rencontre dans nos voyages sur les illustrations. Donc ce petit côté-là, je l'aime un peu moins, mais c'est évidemment très personnel. Pour un petit jeu puzzle comme ça, je pense que c'est souvent facile de designer des modes solo. Il n'y en a pas officiellement dans le livret d'instruction, donc il n'y a pas de mode solo officiel pour le jeu. Je pense que ça aurait été quelque chose de facile à faire pour justement donner ce petit côté jeu puzzle-là à un joueur solo. Par contre, on a des variantes maison qui ont été faites sur Board Game Geek, donc si vous cherchez, vous pourrez peut-être essayer ces variantes-là en solo si ça vous intéresse. Somme toute, Faraway, c'est un jeu que j'ai beaucoup entendu parler. Évidemment, il a fait beaucoup de buzz en Europe. Il avait été aussi nominé à l'As d'or pour le jeu initié et il a remporté l'As d'or initié justement au Festival de Cannes cet hiver. Donc, évidemment, beaucoup de buzz chez nos cousins européens. Donc, il vient tout juste de débarquer ici au Canada. Donc, vous devriez le retrouver dans vos boutiques favorites si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est vraiment l'équilibre qu'on a entre un jeu ultra simple niveau règles, mais qui est ultra stratégique dans nos décisions. Fait que c'est un jeu, je pense, qui va plaire à beaucoup de monde, puis même des joueurs qui sont justement des gros gamers, qui aiment ça, les jeux plus complexes. Mais on va ressentir quand même un gros sentiment de satisfaction à la fin de notre partie parce qu'on s'est creusé la tête de la façon de construire notre puzzle, la façon de repêcher nos cartes tout au long de la partie. Donc c'est super satisfaisant, super le fun, puis ça nous donne toujours le goût de rejouer une deuxième partie dès qu'on en a fini une. Donc vraiment un beau petit bijou. Fait que je vais lui donner une note de A, donc un excellent jeu qui pour moi est très difficile dans le design de faire justement l'équilibre qu'ils ont réussi à faire dans ce jeu-là. Donc jeu simple niveau règles, mais jeu profond du côté stratégique et des décisions que les joueurs ont à prendre. Fait que ça, c'est toujours très le fun. Si vous voulez l'essayer, vous pouvez aussi aller sur Board Game Arena, donc il est disponible sur cette plateforme en ligne si vous voulez l'essayer, avant de vous le procurer en version physique, voir si vous aimez ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc annoncer le gagnant de notre concours du lundi pour le mois précédent. Et on va lancer le concours du lundi pour le mois d'avril 2024, dans lequel vous pourriez gagner une copie de Faraway. Donc, le gagnant du mois dernier, au mois de mars, donc le gagnant va se mériter une boîte de démarrage de Star Wars Unlimited, le nouveau jeu de cartes à collectionner dans l'univers de Star Wars. Notre gagnant, il s'agit de Nathan Rossenu. Donc, Nathan, tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées et qu'on puisse t'envoyer ton prix. Pour ce mois-ci, c'est très simple. À chaque lundi, vous aurez une question du jour dans la vidéo. Et si vous répondez à cette question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo, vous allez enregistrer une participation et on va annoncer le gagnant au début du mois prochain. Donc, la question du jour est très simple. Quel est votre jeu de cartes favori? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube sous la vidéo. Et si vous nous supportez sur Patreon pour moins 5$, ça vous fera aussi une participation automatique à chaque lundi. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre page Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gagner.